Bonjour, on termine, voilà, on entame notre 7e cycle de content marketing et celui, on va dire crucial, dédié à la mesure et l'analytics, qui doit normalement vous donner un cadre, des clés de méthode pour développer correctement l'analytics de votre content marketing et atteindre le saint graal de notre métier de content marketer, démontrer le ROI de votre contenu et de votre stratégie de contenu. Alors, rapidement, le super spécialiste américain de ces questions d'analytics, je vous invite fortement à acheter son livre et à le lire, et à lire ce qu'il a écrit sur le sujet, c'est Robert Rose, qui est le responsable de la stratégie du Content Marketing Institute et qui est consultant en content marketing très bon, pour des grandes marques aux États-Unis. Voilà, il est vraiment le spécialiste, c'est clairement de ses écrits et de son approche que ce cours s'inspire. Donc voilà, vous savez, je restitue à César ce qui appartient à César. J'ai simplement essayé d'en extraire, on va dire, la substantifique moelle parce qu'il y avait beaucoup d'infos et d'en faire quelque chose qui soit adapté et utilisable pratiquement. Alors, on attaque. Et on attaque par une question. Quelle est la critique la plus souvent entendue en matière de content marketing? Question qui vaut très cher. Bon, je pense que vous le savez, elle est tristement liée évidemment au contenu. Alors, ce sont toutes les... Vous savez, ces mauvaises expressions qui ont la peau dure, le contenu ça coûte cher, ça prend un temps de dingue, on n'arrive pas à démontrer ce que ça rapporte, on a compris que c'était un peu nécessaire, mais enfin bon, on va peut-être pas investir autant pour un truc dont on ne sait pas vraiment ce que ça va nous rapporter, bref. Partant de ce postulat, du coup, quelle est la problématique à laquelle sont confrontés ceux qui, intuitivement, ou de manière très concrète, sont absolument convaincus, comme vous ou moi, si vous nous écoutez, de la pertinence du content marketing et qui donc veulent essayer de l'implémenter parce qu'ils sont persuadés que c'est l'avenir du marketing digital. Donc du coup, les questions, ça devient, qui sont essentielles, ça devient comment je mesure mes résultats, comment je démontre un ROI. Et là, on arrive au point central. Pour les marketeurs, la mesure aujourd'hui, c'est vraiment devenu partie intrinsèque de leur job. Le marketing digital a atteint aujourd'hui un stade où l'analytics et les outils de mesure sont intégrés dans à peu près quasiment toutes les technologies qu'on utilise. Que ce soit du content marketing, du social media marketing, de l'emailing marketing, du marketing automation, aujourd'hui, on arrive à mesurer à peu près strictement tout. Et en réalité, cette explosion justement de la capacité à absolument tout mesurer, à transformer purement et simplement en profondeur le niveau et la précision de la mesure. Et ceci à un point tel qu'aujourd'hui, il suffit plus simplement d'observer des courbes et de constater qu'elles montent vers la droite ou d'être inondées par des chiffres, et ça c'est quand vous avez bien bossé qu'elles montent vers la droite. Aujourd'hui, il est vraiment devenu absolument indispensable de mettre en place un process qui, au fond, analyse ces données pour en tirer un vrai aperçu, pour en tirer, si je puis dire, la substantifique moelle. Autrement dit, aujourd'hui, dans la mesure et l'analytics, vont résider deux questions essentielles, le pourquoi je mesure et le qu'est-ce que je mesure. Qu'est-ce qu'on mesure? Pourquoi on le mesure? Or, pour les content marketers, il est aujourd'hui vraiment essentiel d'analyser, par exemple, des choses un peu nouvelles comme la qualité de l'engagement ou de comprendre la résonance d'un contenu. Bon, donc l'objet de ce cours, c'est vraiment pas, et je vais peut-être vous décevoir sur ce point, mais je n'espère pas, de vous expliquer comment va fonctionner l'analytics, ni vous démontrer pourquoi c'est un outil essentiel à votre business. Ça, on va présumer que c'est déjà le cas. L'objet de ce cours, c'est beaucoup plus d'essayer de vous expliquer comment on développe un cadre de travail qui soit spécifique au content marketing et qui va vous aider justement à déterminer les métriques qui vont être pertinents. Pourquoi? Parce que si vous placez votre analytics entre de mauvaises mains, mauvaises étant entre guillemets, ces données d'analytics, de prime abord, elles seraient potentiellement interprétées comme étant un désastre, d'accord? Parce que, en gros, il faut être bien clair, c'est pas vos données d'analytics qui vont convertir vos clients, c'est vos contenus, d'accord, qui vont y parvenir. Les datas, elles, n'ont une importance que finalement que si vous avez quelque chose de pertinent à mesurer. Donc, là-dessus, il faut vraiment se poser la question. Qu'est-ce que vous préférez dire à votre boss ou à votre client? Notre trafic a doublé, on est passé de 20 000 à 40 000 visiteurs uniques par mois, mais les ventes n'ont pas augmenté. Ou, notre trafic a diminué de moitié, on est passé de 20 à 10, mais en revanche, les ventes ont doublé. Et si en plus de ça, vous arrivez à dire, nos coûts sont restés identiques, mais notre chiffre d'affaires a doublé, là,
c'est le tiercé gagnant, vous avez gagné votre bonus de l'année ou en tous les cas une belle prime. Ce qui veut donc dire que pour revenir avec la bonne réponse, vous allez avoir besoin de mesurer finalement ce qu'on pourrait appeler le pouls d'un gros volume de données et de métriques, et ensuite d'établir une super base de mesure qui va vous permettre de mesurer absolument tout ce que vous avez besoin de mesurer, mais de ne reporter que ce qui sera essentiel. Donc, l'objet essentiel justement de ce cours, l'objet de ce cours, ça va vraiment être de comprendre comment est-ce qu'on peut avoir une idée justement de ce qu'on doit mesurer, comment est-ce qu'on configure son analytics de manière pertinente pour évaluer vraiment ses actions en content marketing, et ensuite justement analyse qui sera infuse quelque part dans toutes les autres choses que vous allez faire et qui se diffuseront dans toutes les choses que vous ferez en content marketing. Donc, essayez par ce biais de vous donner vraiment un cadre de travail pour analyser votre content marketing analytics et vous démontrer comment ça va se répercuter de manière positive sur toutes les autres actions marketing que vous allez engager et que vous mesurerez, qui elles vont générer également beaucoup de valeur. Donc, le plan du cours, on va étudier, je l'ai divisé en 4 parties. La première des choses qu'on va faire, c'est de présenter, pour le coup ça c'est un concept qui est très utilisé par les marketeurs américains, qui a été conçu par Robert Rose, que je vous ai présenté en introduction, c'est vraiment de présenter ce qui s'appelle la pyramide de l'analytics. Une des premières choses qu'on a à faire, c'est vraiment d'avoir une approche un peu holistique de l'analytics. Comment est-ce qu'on délivre de la mesure, des reporting à nos N+1, à nos pairs, à nos collègues, aux agences qui travaillent avec nous, et comment est-ce qu'on établit ces reporting avec tous ces chiffres en extrayant que les vrais insights. La deuxième chose qu'on va analyser, c'est finalement arriver à comprendre que on effectue une mesure tout au long du process de content marketing. Trop souvent, les praticiens du content marketing en fait se contentent de mesurer soit le nombre de leads, soit le trafic, soit le nombre d'engagements, de commentaires, pas de commentaires, de likes, de followers. Et tous ces indicateurs qu'on retrouve effectivement dans un programme de content marketing, le problème c'est qu'ils ne vont pas jusqu'au bout finalement du processus de la mesure. Est-ce que je veux évoquer que parfois je sais pas moi, il faut réussir à déterminer quel est finalement l'objectif final, ultime de tous ces métriques dont on est envahi 24 heures sur 24. Donc en fait, l'idée là, on touche à l'essentiel, c'est que finalement le content marketing, c'est quand même très complexe, ça prend plus de temps, ça peut parfois aussi coûter plus cher. Mais si on arrive à en mesurer la vraie valeur, alors on peut trouver des résultats qui sont surprenants, notamment en termes de leads, et on peut vraiment réussir à créer de la valeur, mais de la grosse valeur business pour l'entreprise. Au-delà finalement de ce qui pourrait presque se mesurer avec des métriques que tout le monde connaît. Donc en troisième partie, justement, on fera un zoom sur 3 des KPIs essentiels, à la fois pour la mesure du programme de content marketing, mais aussi finalement pour un programme de marketing plus global. Et enfin, comme toujours dans chacune des formations qu'on vous a dispensées jusqu'à maintenant, on analysera plusieurs exemples et des cas concrets sur la manière dont certaines entreprises arrivent à justement extraire de la valeur avec un analytics de content marketing qui a été finalement un peu sporadié dans les différentes mesures marketing globales. Alors, on attaque avec la pyramide de l'analytics. Alors, qu'est-ce que c'est cette pyramide ? L'idée derrière la pyramide d'analyse, elle est pyramide de l'analytics ou pyramide d'analyse, ou pyramide de la mesure. Je précise que voilà, on utilise le terme analytics. C'est un anglicisme qui m'est vraiment devenu français, donc je l'utilise. Voilà, mais il y a d'autres façons de le qualifier. On va partir du constat qu'on a aujourd'hui à disposition, donc c'est ce qu'on disait en introduction, un à vous de voir, grand nombre d'outils de mesure, donc une énorme capacité à mesurer. Et que du coup, cette énorme capacité à mesurer, cette possibilité qu'on a, nous fait souvent perdre de vue l'essentiel. Or, la chose la plus importante à apprendre ici, c'est vraiment de savoir mesurer tout ce dont vous avez besoin, mais de ne reporter que ce qui est important et clé dans la création d'un environnement qui va vous permettre de tenter, d'innover et d'expérimenter. Donc, finalement, de votre habileté à échouer vite pour rebondir encore plus vite. Quelque part, c'est un peu ça l'idée.
Donc un des moyens qui est très utilisé aux États-Unis pour ce faire, c'est de construire une pyramide d'analytics, c'est-à-dire une structure de mesure qui va vous permettre d'utiliser une large variété de métriques afin de n'en extraire que les insights qui feront vraiment sens par rapport à vos objectifs finaux. Donc l'idée, c'est vraiment de ne reporter que ce qui est important pour vos managers, vos collègues, vos pairs, pour tous les gens, vos clients, les gens qui travaillent pour vous, que vous soyez en agence, chez l'annonceur ou en tant que consultant. Ça, c'est la clé. Aujourd'hui, on le sait, et ça c'est un peu le problème, on fait, grâce à tous ces outils d'analyse, on fait des reportings sur à peu près tout et n'importe quoi, et du coup, ça amène vraiment une forme de myopie. Et l'idée, c'est vraiment de n'être focus que sur le fait de démontrer un point en particulier plutôt que d'améliorer tout un process et de faire monter des tonnes de métriques qui parfois sont extrêmement contradictoires entre eux. Et justement, de ce point de vue-là, alors ça c'est une expression de Robert Rose que j'ai trouvé très drôle quand il présentait sa pyramide d'analytics, c'était vraiment, finalement l'analytics c'est un peu une arme de désillusion massive, quoi. Parce que c'est à peu près super simple aujourd'hui de faire dire à des statistiques à peu près tout et leur contraire, surtout quand on fait des paquets de reporting et des reportings alors reliés en 4x3 avec des graphes partout, en disant vous avez vu, j'ai bien bossé, hein, j'ai plein de stats à vous donner. Bon. Donc, justement, on prend le contre-pied de tout ça. Et l'idée de cette pyramide, son objet réel, c'est de nous aider à améliorer un process au lieu de simplement utiliser l'analytics pour démontrer un point en particulier. De partir de la big picture avant de rentrer dans le détail de la recette de cuisine. Du coup, l'angle central de votre analyse, ce sera en permanence quelle action pouvons-nous prendre sur la base de ce métrique justement. Ça, c'est l'une des principales raisons de ne reporter que ce qui est strictement nécessaire, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. Donc, voici les 3 étapes de construction de cette pyramide d'analytics. 1. Segmenter l'analytics. 2. Cartographier vos segments. Et 3. Créer les insights et construire le rapport de reporting. Alors, comment est-ce qu'on construit cette pyramide de mesure ? L'idée première, c'est souvent ce qu'on fait en content marketing, c'est qu'on segmente. Donc l'idée justement, c'est de découper cette pyramide en 3 parties. Donc de partir finalement de la tonne d'indicateurs et de stats à votre disposition pour progressivement élaguer afin de ne conserver que ceux qui seront strictement indispensables à la démonstration de la réalisation de votre objectif final. Donc, parfois, il peut apparaître plus facile de créer une pyramide d'analytics pour chacun des objectifs que vous essayez de réaliser. Et là, on revient aux objectifs qu'on avait posés au tout début, lorsqu'on a posé les piliers, les jalons de la déclaration de mission de content marketing, vous vous souvenez, et lorsque nous avons monté le dossier de plaidoirie en quelque sorte. Donc certains de ces objectifs, c'était quoi ? Créer de la notoriété de la marque ou la renforcer, générer des leads, mettre en place un programme de lead nurturing, améliorer la conversion des leads en clients, améliorer le service client, générer des abonnés. On part de l'exemple suivant. Vous montez un programme pour générer plus de notoriété de marque et optimiser un peu votre pipeline pour améliorer le process de conversion en lead. Pour atteindre cet objectif, vous avez décidé de créer un blog et l'objet de ce blog, sa ligne éditoriale, ça veut dire sa mission statement, ça va vraiment être de vous positionner en leader d'opinion. En plus de tout ça, vous allez distribuer vos contenus sur certains réseaux sociaux pour amener les gens évidemment à lire votre blog. Enfin, en suivant votre story map, vous allez d'abord commencer par construire votre audience pendant les 6 premiers mois. Ensuite, au bout du 7e seulement, vous commencez à insérer les call to action. Et du coup, voilà à quoi pourrait ressembler votre pyramide. En haut de la pyramide, vous avez les tout premiers indicateurs, les KPIs assignés à chacun des objectifs. Ces métriques finaux, ce sera quelques chiffres, très peu de chiffres, et ce seront ceux qui vont constituer votre dashboard et celui que vous présenterez à votre manager ou à vos collègues. Donc ce sont les objectifs finaux, le nombre de conversions en lead, le coût par lead. Ces métriques-là, en général, ils changent rarement. Et si c'est le cas, ça sera en fonction des insights et des ajustements, justement, interprétations et autres données que vous aurez finalement en dessous. Les objectifs, c'est donc ce que vous allez déclarer. Ce sera l'objet de votre reporting. Au milieu de la pyramide, on place les indicateurs secondaires. Là, il s'agit de métriques et de KPIs que vous aurez assignés à votre équipe et aux process spécifiques qui vont vous aider justement à atteindre ces objectifs. Donc en général, c'est les objectifs à court terme. Ces métriques, ces KPIs-là, ils peuvent changer selon les campagnes, les besoins, les ajustements et le reste.
Donc ceux-là, c'est ceux qui incombent au gestionnaire des canaux, ceux qui ont en charge les mailings, ceux qui ont en charge le site web, la production des contenus, bref. Donc ce sont les métriques que ces équipes-là vont avoir besoin de connaître afin de pouvoir continuer à dérouler leur process métier et qui justement lui-même a été mis en place pour permettre d'atteindre ces objectifs. Donc ce sera des métriques du type le nombre d'abonnés, newsletter, le nombre d'abonnés au blog, la qualité des leads, le coût par lead, le coût par visite. Et enfin, en base de pyramide, vous avez les indicateurs d'utilisateurs, c'est-à-dire ceux à destination des équipes analytics. Là, il s'agit de tous les métriques dont on a besoin de manière quotidienne, dont on n'a justement pas besoin de manière quotidienne, mais qui en soi ne présentent pas une grande pertinence, sauf quand ils sont joints aux seconds indicateurs. Par exemple, pour démontrer une progression, le nombre de pages vues, le nombre de visites, les visiteurs uniques, le nombre de commentaires, les meilleurs landing pages, les meilleurs contenus, les taux de transfo, enfin bref, tout ça. Donc, on prend un exemple. Disons que votre objectif serait d'augmenter vos leads de 10% sans augmenter les coûts en parallèle. Bon, ça c'est l'objectif. Mon indicateur premier, dans ce cas, ce serait bien le nombre de leads augmenté de 10%, plus la part augmentante ou diminuante de mon budget marketing. Ça, c'est les deux métriques que je rapporterai. Mes métriques de mesure, ce que je vais montrer à mon boss, ce sera donc concrètement une slide PowerPoint qui va montrer 4 ou 5 chiffres qui ont contribué à la réalisation de cet objectif et qui vont ainsi pouvoir être le chiffre d'affaires, le coût du marketing, le coût par client. C'est réellement tout ce que j'ai mesuré relativement à mes objectifs de marketeur. Et c'est tout ce dont j'ai besoin de reporter. Maintenant, ceux qui travaillent avec moi et qui, par exemple, vont gérer les réseaux sociaux, gérer les emails, eux, évidemment, ils ont besoin d'en savoir un peu plus. Entrent alors en lice les seconds indicateurs. Ça pourrait être par exemple le nombre d'abonnés au blog, qui contribue au trafic de ma landing page par exemple, ou le taux de conversion depuis les emailing, ou les taux de réponse sur des campagnes que je vais effectuer, ou du coût par lead depuis les différents canaux, coût par visiteur, etc. Ces indicateurs-là m'aident à comprendre semaine après semaine, mois après mois, comment je progresse vers la réalisation et l'obtention de mes premiers indicateurs. Enfin, on a les indicateurs d'usage ou indicateurs d'utilisateur, page vue, métriques sociaux, nombre de partages, rapport de mots-clés, lead scoring, tous ces différents métriques qui finalement sur une base quotidienne vont m'aider à comprendre comment je progresse et comment mes canaux progressent eux-mêmes grâce à mon contenu et ont de l'impact sur ces seconds indicateurs. Si vous comprenez cette approche, vous allez gagner beaucoup de temps, vous serez moins stressé, moins déprimé et vous gagnerez bien sûr en efficacité. Alors, quels sont les bénéfices de cette pyramide ? Le premier des bénéfices de cette pyramide, c'est bien sûr finalement qu'elle vous aide à mesurer ce qui est important et ce sur quoi vous pouvez finalement avoir une vraie action concrète. Et ça, c'est le point clé. Quelle action concrète allez-vous pouvoir prendre pour influer sur ces métriques et réaliser vos objectifs ? Ça pourvoit vraiment aux besoins directs de nos N+1, de nos clients, de ceux qui prennent au final les décisions et de fait, on peut aussi, une fois qu'on a des indicateurs intéressants, des scores intéressants, aller leur demander ce dont on a besoin pour poursuivre en fait notre programme. Et pour indiquer aux autres ce dont on a également besoin pour continuer à améliorer les résultats. Donc l'idée, c'est que vraiment pour aller pitcher en faveur du content marketing, vous allez leur donner, parce que ce sera à eux de dégager la voie, de prendre leur bâton de pèlerin pour aller plaider, vous allez leur donner ce dont ils ont besoin. Est-ce que, tous les indicateurs dont ils ont besoin pour réussir à obtenir plus de budget, ou en tous les cas pour vous en allouer plus. Donc clairement, cette pyramide nous donne une marge de liberté beaucoup plus grande pour expérimenter et changer, finalement, sans que pour autant ça impacte le résultat final de ce que vous allez démontrer. Ça vous permet d'avoir une beaucoup plus large marge de manœuvre pour tester de nouvelles choses. Vous pouvez donc changer partout sur votre reporting, si vous avez changé d'outil, si vous avez changé de méthodologie, toutes ces choses-là, vous pouvez parfaitement les indiquer, notamment quand vous changez de techno. Alors on est passé de Hootsuite à TweetDeck, donc du coup on n'a plus les mêmes indicateurs, on n'a plus les mêmes données, donc bref. Tout ça au final, c'est important au quotidien, mais
c'est pas évidemment essentiel, ou en tous les cas, si vous le rapportiez en terminale à votre interlocuteur final, à votre N+1, ça pourrait l'effrayer, alors qu'au final, ça ne sert absolument à rien. C'est pas ce qui est pertinent par rapport à l'objectif initialement recherché. Donc l'avantage évidemment de ce type d'approche, c'est que ça vous permet d'éviter systématiquement d'avoir à démontrer que la courbe monte et va vers la droite. Ce dans quoi malheureusement chaque content marketeur est systématiquement piégé, mais qui, on le sait tous très bien quand on l'a un peu expérimenté, est pas toujours possible quand vous justement vous expérimentez quelque chose de nouveau. D'accord ? Alors pourtant, il y a par ailleurs d'autres indicateurs qui vont être super encourageants, mais qui ne seront pas ceux que, traditionnellement, on a la tendance de mesurer. Et du coup, ça vous permet vraiment finalement de se concentrer sur l'essentiel qu'on perd trop souvent de vue quand on est inondé de data, c'est de mesurer le contenu et pas la performance de l'équipe. C'est ça le souci quand on est envahi par les datas, c'est qu'on se dit « Ah ben mince, j'ai pas eu assez de tweets ou j'ai pas eu assez de retweets, mon community manager a dû faire une bêtise. » Bon, donc il va falloir que j'aille lui tirer les bretelles ou en tous les cas que je revoie un petit peu comment il procède. Non, au final, une fois expurgé de tous ces indicateurs, en prenant vraiment le large, vous arrivez finalement à vous poser les bonnes questions qui sont finalement celles, la loi de la vérité en quelque sorte. Est-ce que mon contenu est suffisamment bon pour permettre à tous mes indicateurs de décoller, les indicateurs premiers, ceux du milieu ou ceux d'en haut? Parce que justement, le problème, c'est bien souvent qu'on évalue vraiment trop souvent de manière isolée et trop segmenter les performances de chaque équipe. Les performances de l'équipe blog d'un côté, celles de l'équipe community management de l'autre, celles de l'équipe emailing, bref. Le tout finalement sans vraiment jamais vraiment incentiver les uns et les autres lorsqu'ils arrivent à bosser en commun. Et pourquoi ? Parce que chacun d'eux est évalué selon des KPIs séparés et qui ne sont pas intégrés les uns des autres. Et du coup, ça évite de se poser la seule question qui vaille, celle qui est au cœur du sujet, est-ce que finalement c'est pas mon contenu qui est à remettre en cause? Est-ce que finalement j'adresse bien les besoins informationnels de mes personnages? Est-ce que j'ai fixé des objectifs qui étaient vraiment réalisables? Est-ce que j'ai constitué une suffisamment bonne équipe de contenu? Bon, toutes ces questions. La deuxième partie de cette présentation, c'est d'introduire ce concept de mesure vraiment tout au long du process. Ça découle un peu de ce qu'on vient de dire de manière précédente, et pas de le faire de manière complètement décorrélée les unes des autres, et de manière trop segmentée. Donc mesurer tout du long, ça signifie vraiment mesurer l'entier process du parcours d'achat client, pas juste une de ces strates. L'essentiel dans la mesure, c'est vraiment d'analyser la façon dont ils vont évoluer dans le cycle d'achat, dans le cycle de vente. On l'a beaucoup travaillé, cette notion-là, dans toute la partie cycle d'engagement de vos contenus. Bon. Ça, c'est un point essentiel parce que, comme on l'a souvent déjà dit, le content marketing, c'est vraiment un marathon. C'est pas une campagne one-shot que vous allez faire, comme si vous proposiez par exemple une mise à disposition de coupons ou la mise en avant d'une promo de 24 heures via emailing. C'est vraiment une course de fond dont on perçoit souvent les résultats imbriqués les uns aux autres entre les différentes actions contenues sur plusieurs mois, et en général c'est minimum 6 mois. Toute l'idée de cette course de fond, c'est justement au final, et c'est pour ça qu'on a qualifié ce cycle d'achat qu'il a été rebaptisé en cycle d'engagement en content marketing, toute l'idée de cette course de fond justement, c'est de générer de l'engagement et de parvenir à le mesurer. Le niveau d'engagement et de qualité de l'expérience utilisateur permise grâce au contenu. Ça, c'est votre indicateur clé, on y reviendra, mais c'est vraiment le fil rouge, celui-là, le fil conducteur. Donc, c'est nécessairement soit une course qui va s'inscrire sur la durée, et donc ça demande un minimum de temps pour générer du résultat, soit ça coûte un peu de sous, soit parfois c'est les deux, mais dans les deux cas, je vous renvoie à la formation sur le Lean Content Marketing qui va vous permettre d'aborder justement le sujet intelligemment, en démarrant tout petit, tout en pensant gros, avec des moyens test. Mais pour en revenir à ce sujet, c'est pas... Alors, certes, c'est pas toujours le cas, mais dans le paysage marketing actuel, l'engagement, on est d'accord que c'est super important. Je passe sur le nombre d'articles qui sont diffusés aujourd'hui, qui ne parlent pas de content marketing, mais qui vous disent « bienvenue dans l'ère de l'engagement ». Bon, là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Retenir l'attention et nous assurer qu'on amène notre client à s'engager avec notre marque, ultimement à acheter nos produits ou services, au final... c'est beaucoup plus facile que d'avoir à créer, à générer de nouveaux acheteurs à chaque fois qu'on lance un nouveau produit. Donc si vous réussissez à susciter de l'engagement, le reste
coulera de source, j'ai envie de dire. Et c'est justement l'une des principales vertus du content marketing. Vous permettre de poser des jalons de fond qui soient suffisamment solides au niveau de votre contenu, la construction de votre audience, pour que vos clients deviennent plus que des clients, pour qu'ils soient de véritables abonnés passionnés par vos contenus. Lorsque vos clients sont engagés à votre marque, grâce à la qualité de vos contenus, cela devient beaucoup plus facile de promouvoir de nouveaux produits parce que finalement, c'est vos clients qui vont finalement en faire cette promotion au final parce qu'ils ont accroché, ils ont adhéré à la pertinence de vos contenus et ils ont été satisfaits par sa qualité. Alors, qu'est-ce que mesurer tout du long? Un exemple concret. Alors, on prend un exemple. Disons qu'on travaille avec une société qui vend un software B2B de cours en ligne. Il décide de se lancer en content marketing. Donc, imaginez que le CEO vienne vous voir et vous dise « Bon, ok, je ne suis pas encore 100% convaincu, mais j'ai décidé que j'allais vous donner une occasion de me démontrer ce que vous m'avez vendu, le content marketing. Là, votre truc, on va voir comment ça marche et si ça marche. » Alors, vous répondez « Super, génial. Je vais avoir besoin quand même de 8 mois, 6 à 8 mois pour commencer à faire quelque chose, puis mesurer mes résultats et revenir avec les métriques que vous voulez. » Il me répond du coup, il vous répond forcément interloqué, je pense que ça c'est une histoire vécue pour chacun d'entre nous, c'est pour ça que je personnalise un peu, excusez-moi. 8 mois, mais pourquoi 8 mois? Parce que 8 mois, figurez-vous, ça c'est les réponses à lui faire, c'est le délai de votre cycle de vente, concrètement, dans votre industrie. Donc pour mesurer, on a besoin d'agir finalement sur un cycle de vente qui soit entier, parce qu'on va mesurer tout au long du parcours d'achat de votre industrie. Et pourquoi faire? Pour avoir justement la big picture de tous les leviers et de toutes les opportunités qui auront découlé de nos actions. C'est comme ça que vous mettrez vraiment en exergue la vertu de votre stratégie de content marketing. Donc, sur la base de cet échange, on a mis en place une méthodologie pour mesurer nos actions tout au long de ce cycle. Et depuis les débuts de la connaissance de la marque, au tout début, on découvre votre marque, les premiers indices qui démontrent que les utilisateurs commençaient à connaître, à remarquer votre marque, jusqu'à la première action concrète de ces clients sur votre site. Nous acheter quelque chose, s'inscrire à un de nos contenus, s'abonner à notre newsletter, bref. Au bout de 8 mois, quel était le cycle et les résultats? Alors, on a vu le nombre de clients augmenter à peu près d'une fois et demie. Le temps passé d'une fois et demie aussi, et les coûts d'une fois et demie aussi. Donc ça, naturellement, le dirigeant de l'entreprise va revenir vers vous en vous disant vous voyez, ça marche pas du tout, votre truc. Alors, qu'est-ce qu'on lui répond? On lui dit, mais attendez, laissez-moi finir ma démonstration. Nous voici 8 mois plus tard. On sort finalement du cycle d'achat de vente. En fait, parfois, on s'aperçoit que c'est même de 8 à 12 mois plus tard, parce que les clients sont réellement sortis du cycle de vente et d'achat, parce que c'est souvent ça ce qui se passe. En théorie, c'est 8 mois, et puis il s'avère qu'en ajustant entre le premier moment où il nous découvre et le moment où effectivement il passe à l'action, le cercle, vous vous souvenez, j'avais fait un graphe justement sur le parcours d'achat des clients. Ça vient, ça revient, enfin, c'est pas une science exacte, malheureusement. Donc disons, on revient 8 à 12 mois plus tard. Et à ce moment-là, voici ce que donnent les stats. On a dépensé 2 fois plus que l'achat initial prévu, mais ils sont restés 5 fois plus longtemps sur les pages du site qu'on traquait, et ils ont partagé 2 fois plus nos contenus pratiques, c'est-à-dire études de cas, retour d'expérience client. Donc les résultats, certes plus longs, parfois un peu plus chers, mais 2 fois plus de ventes et un engagement à votre contenu et votre marque qui est plus fort et plus profond. Donc plus durable et qui naturellement va servir de base solide à la fois pour une évangélisation par vos clients eux-mêmes que pour en attirer de nouveaux. 3 types de métriques à mesurer. Justement, pour vous aider à faire un petit peu le tri et à y voir plus clair par rapport, selon l'industrie sur laquelle vous vous situez et le niveau de pratique en content marketing. Je précise, ces 3 métriques sont vraiment les plus importants en content marketing, d'accord? Parce que je prétends pas dans ce cours vous faire un cours complet sur comment marche Analytics. On est bien d'accord, je répète, ni comment le configurer ou vous en servir. Bon. Le premier des métriques, c'est le métrique de l'attention, ce que nous appelons finalement le développement de l'audience. Bien cerner l'audience que nous allons agréger et développer grâce à notre contenu. Donc ici, vraiment, on mesure le niveau de consommation du contenu, la croissance de la notoriété de la marque, comme autant de moyens, finalement, d'élargir le tunnel de conversion tout en haut.
d'accord? On augmente, comme disait Andrew Davis, la taille du marché. On élargit le spectre des gens qu'on cherche à attirer vers nous en partant de Google et que nous attirons vers nous de manière effective. Donc l'idée, c'est toute l'idée à ce stade-là, c'est comment est-ce qu'on va élargir la notoriété de notre marque, celle de nos produits ou de nos services, et quelle va être du coup notre approche contenu pour aider nos clients à la résolution de nos problèmes. Le second métrique, c'est le métrique d'influence d'audience et de conversation. Autrement dit, comment est-ce que notre contenu est dispersé? Comment est-ce qu'il se répand sur le web? Comment est-ce que le contenu qu'on crée influence et impulse de plus larges conversations autour de notre approche? C'est là vraiment l'un des défis les plus challengeants dans cet objectif qu'on se fixe de transformation de notre marque en média. Faire en sorte que notre approche, notre histoire, la façon dont on la raconte soit pleinement au cœur des conversations de nos clients sans que jamais cela ne se voie. Le troisième des métriques, c'est celui avec lequel vous êtes clairement, certainement le plus familier, c'est le métrique d'effectivité de l'objet du contenu. Autrement dit, la façon dont on a défini le content marketing. Tout est question de changer le comportement du client. Donc ça consiste à mesurer comment le contenu permet d'atteindre ses objectifs, comment ça influence le comportement aux différents stades du tunnel, que ce soit par la prise de connaissances, les ventes, les entretiens de lead, le cross-sell, le upsell, la recommandation, la loyauté, la fidélité consommateur, bref, tous ces indicateurs-là. Donc ça, c'est vraiment vos 3 grosses catégories de métriques. À nouveau, je précise que vraiment, le content marketing, ça doit s'infuser dans toute la stratégie marketing globale. Donc ces métriques sont certes, c'est pas des trucs tangibles que vous allez voir sur votre analytics, mais encore une fois, vous savez où les ranger dans votre pyramide, ces analytics maîtrisés. Là, c'est vraiment des métriques qui sont plus holistiques et qui vous donnent vraiment une vision big picture de ce que le contenu peut faire directement pour votre business et pour votre stratégie marketing globale. Donc, afin de justement faire une sorte de mix de tout ça et d'avoir vraiment un tableau de bord qui vous permette d'avancer, une fois que vous avez bâti votre pyramide et que vous avez en conscience ces 3 métriques, vous pouvez maintenant commencer à regarder certains de ces indicateurs pour les croiser avec d'autres, en créant 3 catégories, métriques d'attention, métriques sociaux et métriques d'effectivité. Donc, s'agissant des métriques utilisateurs, on peut regarder des métriques comme par exemple les impressions, les pages vues, le nombre de vidéos vues, le téléchargement de documents, si on fait du SlideShare ou quelque chose comme ça. Dans la colonne sociale, ce sera plus le nombre de tweets, de puffers sur Google+, ou plus généralement des liens entrants. Sur tout ce qui concerne l'efficacité, on va regarder des métriques, nombre d'abonnés au blog, durée de la visite, trafic référent, si on fait du native advertising ou ce genre de choses. Ensuite, on va tomber sur des métriques secondaires. Là, on va regarder davantage le nombre de partages sociaux, l'analyse émotionnelle du partage. Vous savez, les petits icônes Facebook nouveaux, là. Par rapport au coût par visite, ou au coût par lead, par canal, ou par la qualité de l'audience. Enfin, au sein des objectifs premiers, on peut aussi analyser des choses qui vont être liées à l'efficacité directe sur le business lui-même, telles que le coût total par lead, le coût total par client, ou les coûts marketing. Donc, en conclusion, vous pouvez commencer finalement à croiser et à cartographier chacun de ces différents métriques au travers et avec finalement chacune de ces catégories d'attention, de social et d'efficacité. Tout ça pour commencer finalement à dessiner l'image de comment vous travaillez, comment votre contenu parvient efficacement ou pas à avoir un impact, à influencer le reste de votre programme marketing. Parce que souvenez-vous, le content marketing ne doit pas être séparé de ce que vous faites. Anne Hadley, la créatrice et Chief Content Officer d'un site qui s'appelle Marketing Prof, qui est très connu aux États-Unis et qui dispense des cours marketing, pas qu'en content marketing, mais sur tous les sujets, dit d'ici, une de ses prédictions content marketing pour l'année 2017, c'est que justement, d'ici à 2017, en tous les cas aux États-Unis, le content marketing ne sera plus du content marketing, ce sera le marketing tout court. Tellement ça a vocation à s'infuser dans le programme marketing global. Alors, un business case, et ensuite on conclura. Bon, là on va partir sur un petit exemple un peu long. On prend un cas concret pour que vous puissiez voir justement comment ça marcherait. Alors, on commence toujours, rappelez-vous, par définir un objectif premier. Disons que votre objectif final, ce serait d'augmenter vos leads de 25% tout en conservant des coûts marketing qui sont inchangés, donc sans vraiment augmentation de votre budget.
Ça, c'est, on va dire, je me mets à votre place, mon objectif de marketeur et je me suis fixé 6 mois pour l'atteindre. C'est sur cette base-là que je vais obtenir mon bonus, ma prime, le renouvellement de mon budget, le pourcentage ou l'incentive si je suis consultant, bref. Donc, on commence par faire le point sur ce que je sais au stade où j'en suis, c'est-à-dire au moment où je démarre. Alors, ce que je sais aujourd'hui, c'est que à peu près 30% des leads que je génère se transforment en leads qualifiés que je peux ensuite adresser au commercial. Ça veut donc dire qu'en l'état actuel de mon marketing, sur 100 leads générés, j'en génère 30 qui sont qualifiés. Mon objectif donc aujourd'hui, c'est d'en générer 38 sans pour autant augmenter mes coûts marketing. Ou alors j'ai un choix basique dans ma stratégie, soit j'augmente mon nombre global de leads, soit je vise d'en obtenir 125 au total, leads non qualifiés, pour obtenir 38 leads au final, donc ceux qui seraient qualifiés, tout en conservant le même taux de transfo. Ou alors, je peux augmenter mon taux de conversion de 30 à 40% pour retomber sur mes pattes et obtenir finalement toujours mes 38 leads qualifiés. Ou encore, alors, dernière option, je travaille sur les deux leviers pour atteindre le plus possible mes paris, et au cas où j'arriverai pas à l'atteindre, ou alors que je serai pas aussi efficace dans un domaine que dans l'autre, bon. Donc là, on mesurait plutôt le nombre global de leads et le nombre de leads qualifiés. On sait aussi que là où on génère le taux de transfo le plus fort, c'est quand on organise des events online ou offline d'ailleurs. Donc ça, c'est super, j'ai un levier d'action et c'est donc une opportunité. Il y en a certainement d'autres, mais pour l'exemple, on va garder celui-là. Du coup, ce que je me dis, il faut que j'ai plus de participants à l'événement. Si j'en ai plus, c'est plus de conversion pendant ces événements. Il y a donc quelque chose d'intéressant à creuser sur cette idée. Bien sûr, vous pouvez le dépliquer avec d'autres types de gabarits de contenu, mais encore une fois, on prend celui-là en particulier pour l'exemple. Donc j'ai quelque chose d'intéressant à faire ici qui va nécessairement avoir un impact sur mes efforts en content marketing. Bon, donc à présent, on peut commencer. Alors, question numéro 1. Est-ce que par exemple, je lance un blog qui serait dédié à l'événement qu'on va organiser pour inciter les participants à venir? Ou est-ce que je lance une campagne sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que je fais plus d'événements, justement? Ou est-ce que je modifie un peu ma cible de participants en visant peut-être plus de la C-suite? Directeur, CEO, C-suite, vous savez, tout ce qui est directeur du marketing, commercial, enfin bref. Ou, encore une autre option, je modifie le thème éditorial de mes événements. Donc, peut-être qu'il va falloir que j'analyse plus en détail le profil de l'utilisateur qui se rend justement à ces événements pour voir dans quelle mesure je peux trouver un levier qui arrive à le faire venir plus ou à faire venir plus de monde à ces événements. Donc, à ce niveau-là, j'ai quelques idées de ce que je peux faire pour augmenter le nombre de participants et donc augmenter la conversion. Autrement dire, faire venir plus de participants à mes événements. Je peux par exemple commencer mois par mois, mois 1, mois 2, et tester et voir si je génère plus de vues, si je change la ligne éditoriale de mes blogs, si je crée plus de contenu dédié pour l'événement, pour promouvoir l'événement, etc. Est-ce que je génère plus de conversions sur mes pubs intérieures au blog dédié à l'événement? À quel niveau est-ce que je peux faire intervenir l'équipe emailing pour m'aider à promouvoir l'événement un peu mieux? Bon, toutes ces choses, elles s'internourrissent en fait, elles se chevauchent les unes aux autres. Donc j'ai plein de leviers que je peux tester ou que je peux faire tester. Et je peux parfaitement en conclure après test que finalement, les emails, c'est pas la meilleure réponse possible. Et puis dire à l'équipe emailing, ok, faites ce que vous devez, mais je vais tester autre chose. Je peux créer des KPIs, les analyser mois après mois, et après 2 ou 3 mois, voir comment ils évoluent par rapport à mes objectifs initiaux. Si je dois retourner voir mon boss ou mon client pour lui dire que j'ai besoin d'une petite rallonge de budget, ça devient possible si je lui montre qu'à mi-chemin, je suis déjà à 30 de mon objectif atteint. D'accord ? Je suis déjà je suis déjà à 30 par rapport aux 38 que je m'étais fixé comme objectif. Mais que du coup, pour arriver à peut-être atteindre 40 voire 42, je vais avoir besoin de faire venir tel influenceur, parce que cet influenceur-là, s'il se déplace, forcément il va faire venir du monde hyper qualifié, et quand il va faire intervenir à l'événement, etc., etc. Vous avez compris la mécanique. Donc, comme je vous le disais, en mettant au point ce prisme de vue de l'analytics,
finalement, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'est pas enfermé dans des objectifs qu'on aurait fixés au départ et dans lesquels finalement on serait obligé et un peu piégé, quoi. Obligé de rester un peu piégé. Exemple, le nombre de visiteurs qu'on s'est engagé à augmenter ou le nombre d'abonnés qu'on se serait engagé à générer. Pareil pour finalement le nombre de followers. C'est tellement aléatoire ces choses-là. Vous dépendez de Google, vous dépendez de technos qui vont faire que vos followers vont vous défollower de manière, c'est un néologisme purement automatique. Bref. Vous n'êtes pas du coup piégé dans cette foule de statistiques qui finalement, mises bout à bout, veulent pas dire grand-chose car ils vous imposent d'avoir toujours le nez sur le guidon, jamais lever la tête et du coup ne perdre de vue complètement la big picture qui sont forcément déceptions que vous allez naturellement communiquer parce que vous serez stressé à votre N+1, à votre client. Donc vraiment, on se concentre que sur ce qui est strictement intéressant pour atteindre son objectif final et on fait en sorte que chacune des personnes avec lesquelles on travaille bosse dans le sens qu'on a fixé pour justement atteindre cet objectif. À ce niveau, il faut vraiment finir en ajustant un petit peu ce que veut dire finalement cette notion de ROI. Vous savez, ce mot qu'on utilise à tout va, qui est devenu le Saint Graal sans vraiment qu'on sache ce qu'on met dedans. Là-dessus, justement, tout ce qu'on a évoqué permet vraiment, finalement, d'aider à définir ce qu'on doit entendre par ce ROI. Le contenu ne devrait pas être géré séparément, mais réellement comme une partie intégrante, une composante à part entière de votre stratégie marketing globale. Vous ne pouvez pas gérer les choses de manière compartimentée, comme si par exemple vous compariez l'efficacité d'une part d'une campagne de téléprospection téléphonique et de l'autre celle d'une campagne emailing pour comparer laquelle aurait eu le plus d'impact sur vos ventes. C'est juste plus comme ça que ça marche du tout. Toutes ces initiatives, aujourd'hui, pour fonctionner, doivent faire partie d'un process global, d'un process carrément intégré, beaucoup plus global, avec au centre vos contenus. L'utilisation du contenu, elle doit se faire de la même façon et selon la même approche. Le contenu fait partie de cet entier programme, c'est même son socle fondateur. Et c'est pour ça qu'on dit que les marques doivent se transformer en médias, parce que c'est le point de départ, c'est le step number one pour vraiment construire une présence et un programme marketing global online. Donc le contenu fait partie de ce programme, ce qui pour autant ne veut pas dire que vous ne pouvez pas analyser de manière autonome la contribution de ce contenu sur cet entier programme. On l'a vu, vous décomposiez vos indicateurs, et bien sûr qu'il est possible de l'analyser de manière extrêmement détaillée, mais comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Bon. Cet investissement devrait vraiment pouvoir s'évaluer assez simplement. Et justement, cette contribution va pouvoir provenir d'une foule de choses distinctes et de toutes ces datas que vous avez à disposition. Ces KPIs, je pense, vous démontrent finalement vraiment comment ce contenu contribue à la réalisation de l'intégralité de vos objectifs marketing et pas simplement des objectifs assignés à la production de vos contenus. Par exemple, les objectifs du blog, ils pourraient être uniquement de générer plus de trafic sur le site général. Bon, parce que ça va correspondre au haut de votre tunnel d'achat. Ça pourrait tout à fait être son seul et unique objectif, et si justement cet objectif est atteint et que son coût est en cohérence avec l'objectif, donc il deviendrait parfaitement atteignable. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'a pas à générer de ventes en soi. Aujourd'hui, on ne génère plus vraiment de ventes directes et rapides online. Ça participe de tout un process global, incluant naturellement le contenu. Donc on embarque son audience dans un process qui est beaucoup plus général, un tunnel de conversion global qui ensuite va les amener à quoi ? À la conversion, mais en passant par différents stades qui seront eux aussi infusés régulièrement par votre contenu. Donc on peut aussi commencer à se poser des questions, de meilleures questions du type « Est-ce que mon contenu me permet de créer réellement des clients de meilleure qualité ?» Ou est-ce que le trafic que génère grâce à ce contenu est lui-même plus qualifié aussi ? En ce sens qu'il va nous générer une audience qui va être beaucoup plus fortement engagée. Est-ce que grâce à lui, on arrive à obtenir plus de liens entrants ? Ou de mieux évangéliser notre propre solution pour mieux inciter à la vente, ou fidéliser encore davantage nos clients actuels. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir de tout ça, ce sont les choses suivantes. Certes, vous avez la capacité de mesurer une foule de métriques, mais en réalité, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire.
Alors, je vais me faire taper sur les doigts par toutes les technos de content marketing, mais elles sont là justement comme outil d'aide. Elles ne sont pas là comme une finalité en soi. Comme je l'avais dit à la conférence que j'avais faite au sein de Scoopit, toutes ces technos, c'est super parce que ça nous permet de nous dégager du temps pour accomplir des tâches qui sont beaucoup plus jus de cerveau que ça, la machine ne peut pas faire. Et c'est exactement le cas pour mesurer l'efficacité de votre programme de content marketing. Ne reportez donc que ce qui est réellement important par rapport à l'objectif initial que vous vous êtes fixé. Utilisez votre analytics pour piloter un changement de votre process global et pas pour démontrer un point en particulier qui va être isolé de toute la big picture et qui du coup, au final, va pas signifier grand-chose en lui-même. Les analytics sont beaucoup trop souvent utilisés pour apporter la preuve vivante, tangible, que les équipes marketing ont bien fait leur boulot, bref. Mais sur la durée, ça ne vous aidera pas. Au contraire, ça noiera l'objectif final. Certes, au départ, ça va être facile de faire bouger l'aiguille de 0 à 80, mais ensuite, vous allez ramer comme des dingues pour faire passer cette même aiguille de 80 à 81 à 82. Ça, vous le savez parfaitement si vous l'avez déjà expérimenté pour vous-même ou pour des clients d'ailleurs. Et en général, c'est malheureusement le prix du succès. Du coup, si c'est ça, on va plus jamais rien tenter d'innovant, plus jamais rien tenter de créatif, et on va être uniquement focus sur ce qui sera incrémental, sur l'augmentation des courbes, sur le fait que la courbe aille toujours vers le haut à droite. En compartimentant ces objectifs en objectifs primaires, secondaires, tertiaires, comme on l'a démontré, justement, vous vous libérez d'un carcan qui va vous permettre de retrouver beaucoup de créativité. Donc, prenez le temps de placer vos conversations relatives à votre analytics dans un cadre qui soit vraiment plus large. C'est vraiment très hasardeux de mesurer la performance de votre content marketing de manière isolée de votre marketing plus global. Votre contenu doit être insufflé dans toutes vos actions marketing. Et peut-être que la seule contribution réelle de votre content marketing, au final, ce sera d'accélérer le cheminement des leads dans votre tunnel de conversion. Ou peut-être que ce sera d'augmenter le nombre de personnes qui vont rentrer dans votre magasin, par exemple. Le principe, donc, l'axe central, c'est d'abord de diffuser le contenu dans tout votre process et ensuite de diffuser de la mesure dans tout le process, dans cet ordre-là et uniquement dans cet ordre-là. Donc c'était cette idée quand on expliquait l'idée de cette mesure tout du long, tout au long de l'entonnoir de conversion, depuis la découverte de votre contenu jusqu'à, idéalement, l'évangélisation. Donc, une ultime conclusion. Pour conclure sur tout ceci, la mesure de votre content marketing, son objet, c'est de déterminer comment est-ce que le contenu, votre content marketing, votre contenu, va rendre votre marketing global plus efficient. C'est comme ça qu'il faut mesurer. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à votre disposition, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à l'adresse karine@cm-academy.fr. Avec plaisir pour échanger sur ces questions. À bientôt.